Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Art Shortlist. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je reçois mon père Patrick de Vatrigan, qui est un avocat et docteur en droit et qui a été le témoin d'une affaire rocambolesque, c'est peu de le dire, autour d'un portrait de Claude Monet. Et tu vas nous permettre de nous immiscer au cœur de cette affaire absolument renversante. On va rentrer dans les détails avec toi et on va comprendre en quoi est-ce un véritable scandale. On va aussi présenter le livre que nous avons coécrit. Et c'est parti, tu es prêt? Je suis prêt. Allez, donc la première question que j'aimerais te poser sur Claude Monet, le scandale du portrait, ce livre que nous avons coécrit, c'est tout simplement, c'est une affaire qui date de plus de 30 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à coucher toute cette histoire sur le papier dans un livre? Parce que cette affaire, c'est vrai qu'elle date des années 80. Elle a été l'affaire la plus importante de ma vie professionnelle. Elle a un retentissement au niveau de l'art et au niveau du droit, puisqu'elle est étudiée par toutes les facultés de droit, je crois, en France. C'est une affaire peu ordinaire. Ça c'est sûr, c'est peu de le dire. Et pourquoi as-tu choisi ce titre, Le scandale du portrait? Alors pourquoi? Parce que ce portrait de Monet, on est sûr au moins que c'est bien Monet qui est représenté. Il a changé de père en fonction des événements judiciaires qu'il a vécus pendant plus de 30 ans, c'est presque 40 ans. Il est passé d'un peintre américain très connu qui s'appelle John Singer Sargent. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à ce peintre, il y a une exposition actuellement, il me semble, à New York, et il va y avoir la même exposition qui va arriver à Paris, au musée d'Orsay. Très belle exposition en perspective. Voilà. Parenthèse terminée. Alors, c'est un très grand peintre, très ami de Claude Monet, et qui a d'ailleurs fait des portraits de Claude Monet. Et on a pensé très longtemps que c'était l'auteur de ce portrait de Monet. Ensuite, quelqu'un a révélé, qui était le plus grand connaisseur de Claude Monet, que c'était un autoportrait. Et une bataille judiciaire s'est engagée phénoménale, qui a duré 30 ans. Au fil de cette bataille judiciaire, le portrait a été débaptisé, rebaptisé, baptisé Sergent, baptisé Monet, pour être enfin même baptisé d'un peintre très peu connu, même des Suisses, qui s'appelle Charles Giron. Ouais, Tout ça est invraisemblable. À un moment donné, on lui a attribué pour des raisons purement judiciaires, pour essayer d'éviter que le scandale ne soit révélé et qu'un musée, le musée Marmottan, et des acheteurs, les Wildenstein, ne soient pris à leur propre jeu et à ce jeu de bonneteau quasiment vis-à-vis de ce pauvre portrait. Voilà. incroyable, invraisemblable. J'aimerais te poser une question. Tu es tombé dans cette affaire à tes tout débuts en tant qu'avocat. Bon, là, aujourd'hui, tu es plus en fin de carrière, mais Oui, c'était à tes débuts, donc c'est forcément une affaire oui, qui a une saveur particulière. oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu cette époque, ce moment où tout a commencé et finalement, qu'est-ce qui t'a accroché tout de suite? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Et toi, est-ce que tu étais déjà initié à l'art? Est-ce que tu aimais l'art? Est-ce que tu t'y connaissais? Ou est-ce que, par la force des choses, tu y es venu petit à petit? Voilà, c'est intéressant de voir quel était ton rapport à l'époque. Alors mon rapport à l'époque, moi j'étais stagiaire dans un grand cabinet d'avocats à Paris qui était dirigé par un de mes oncles, Claude Lussan, qui était bâtonnier de Paris et qui avait des clients très célèbres, parmi lesquels il avait un client anglais marié avec une Française. Ce client n'était pas n'importe qui, il était amiral de la flotte britannique, il s'appelait Clarence Howard Johnston et marié à une Française qui, son nom de jeune fille était Helleu, elle s'appelait Paulette, ils étaient clients chez le bâtonnier. J'ai pu les connaître par le biais de dossiers familiaux. Ensuite, je suis devenu très proche de ces gens-là, presque leur fils adoptif. Ils m'avaient demandé tous les mercredis soirs, quand ils étaient à Paris, parce qu'ils vivaient entre Paris, Lausanne et Biarritz, et quand ils étaient à Paris, ils me demandaient de passer les mercredis soirs pour les aider dans des problèmes administratifs, des problèmes de vie quotidienne, parce que lui était peu familier de la France. Il comprenait parfaitement le français, mais il parlait dans sa langue d'origine. Moi, je lui répondais en français. On avait un échange assez curieux. Donc français-anglais. Voilà. Et tous les mercredis soirs, donc à 19 h, je sonnais à sa porte. Ils habitaient dans le 16e, rue Émile Meignier. Ouais.
dans un appartement qui était autrefois un atelier de peintre de Paul Césarelleux, qui était le père de Madame Howard Johnston. Ouais. Un jour, je découvre dans une des pièces qu'il y avait un tableau. Et ce tableau, moi à l'époque, je ne connaissais pas du tout l'art, hein, j'étais à mille lieues de ça. Je découvre un tableau et l'amiral me dit Patrick, vous reconnaissez la personne qui est sur le tableau? Alors je regarde ce tableau, il y avait bien quelqu'un qui était peint, il était avec un béret basque et il était devant d'autres tableaux. Je lui dis ben, ça doit être un basque avec, avec cette coiffure. Et il me dit pas du tout, ne dites pas ça à ma femme, il s'agit de Claude Monet, vous savez quand même qui c'est? Alors je lui ai dit oui, j'étais déjà un Incroyable. petit peu gêné parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose. C'est comme ça que j'ai découvert ce tableau. Mais alors justement, ce tableau, tu l'as vu chez Madame Paulette Howard Johnston pour la première fois, il t'évoquait un basque. Comment le décrirais-tu? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce portrait? Si on le remet dans le contexte de son époque, je crois qu'il n'est pas fini. Bah, à Voilà. l'époque, je ne connaissais pas, mais aujourd'hui, je connais très très bien, grâce à cette affaire qui a pris des années et des années, je connais parfaitement l'œuvre de Monet, en fait toute l'œuvre de Monet. Monet, il faut savoir, c'est très simple, il a peint des milliers de tableaux, mais il avait une habitude pour les tableaux de sa famille de les peindre d'une façon particulière en ne peignant presque jamais le bas du tableau, il le laissait en devenir et il ne signait pas ces tableaux parce que il considérait qu'il les gardait pour lui et que pour lui, de signer un tableau, c'était un geste de marchand, ça l'agaçait beaucoup. Il signait parce qu'il savait que les gens étaient attachés à sa signature et à donner une valeur au tableau. Mais tous les tableaux qu'il avait chez lui et qu'il conservait, à 80 ou 90% n'étaient pas signés. Voilà. Et donc ce tableau que j'avais vu chez Madame Howard Johnson n'était pas signé, n'était pas terminé, mais il avait une expression formidable. Il n'y avait pas que moi qui le disais, parce qu'il y a au moins deux personnes qui l'ont dit. Georges Clemenceau, qui dans son ouvrage sur Claude Monet, prend une page entière pour décrire ce tableau. Dans mon ouvrage, je redonne in extenso Ouais. cette description. Et il y a une autre personne qui le décrit parfaitement. Si on lit le livre, on D'ailleurs, est-ce que comprendra tu tout. voudras pas nous lire un petit passage après de Si, notamment Clémenceau, mais non, je lirai un autre passage qui est encore plus fascinant. Ouais. Quelqu'un qui s'appelle Jacques Mattei, qui était Ah le oui, directeur du musée le Marmottan en fameux. 2010, juste à la mort de Madame Howard Johnson, qui était morte en 2009. Il parle de ce tableau et il disait, il annonçait triomphalement dans le dossier de presse la présence de cet autoportrait dans les termes élogieux suivants. Encore plus rares sont les autoportraits de Claude Monet. On en recense 3, dont l'artiste dans son atelier, 1884, qui fait partie de la collection du musée Marmottan-Monet. Et c'est le tableau qui était chez Madame Howard Incroyable. Johnston Et là, on est en 30 ans avant. quelle année là? En 2010, Là, c'est on ça? était en 2009-2010. Ouais, c'est donc hier, Et il quoi. disait, il ajoutait, Clemenceau appréciait particulièrement cet autoportrait, estimant que le peintre était alors en pleine possession de lui-même. On ne peut pas Ah oui, on peut parler pas mieux que faire ça. plus. Donc là, moi, ce que ça m'évoque, c'est ce tableau a changé d'attribution à multiples Oui, reprises. On va oui. peut-être pas Mhm, dater chaque revirement, parce qu'on mhm, on sera là encore demain. oui. Mais pourquoi, selon toi, a-t-il changé d'attribution si fréquemment et parfois pour des raisons complètement inexplicables en apparence? Au départ, quand Madame Howard Johnston avait, et que j'allais les voir le mercredi soir, le tableau, cette personne, Madame Howard Johnston, pensait que c'était un portrait peint par John Singer Sargent, ami de Claude Monet, et que Claude Monet l'avait reçu en cadeau et il l'avait mis dans sa chambre parce que Ouais, jusqu'à sa mort, il était dans la chambre de Claude Monet. Pourquoi elle disait ça? C'est très simple. C'est comment elle a reçu ce tableau. C'est qu'elle était amie, très amie avec Michel Monet, ouais. un des fils de Claude Monet, qui avait des centaines de tableaux de son père. Et d'ailleurs, la plupart, il les a légués au musée Marmottan-Monet. Et certains tableaux, il les donnait aux gens qui étaient ses amis. Parmi ses amis, il y avait Madame Paulette Howard Johnson qui avait un soir
était dîner chez lui avec son mari. Et à la fin du dîner, Michel Monet, dans un geste qu'il avait pour beaucoup de ses amis, lui a donné ce portrait de Monet en disant: «Je sais que vous l'aviez vu dans la chambre de mon père, eh bien je vous le donne. Et pour moi, ce tableau a été peint par son ami John Singer Sargent.» Et il l'a confirmé après dans un courrier. Et Madame Howard Johnson l'a remercié 1000 fois. Et elle a pensé, elle aussi, que ça pouvait être, comme il n'était pas signé, ça pouvait être donc, comme le disait son fils, un tableau de John Singer Sargent. Alors pourquoi a-t-il changé après? Est-ce qu'il y a eu des pressions ou Non, non, il y a eu un événement. C'est qu'en 1981, il y a eu un changement de pouvoir en France. Ouais. Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et là, Madame Howard Johnson, qui vivait entre la Suisse et la France, a été décontenancée par l'arrivée de ce gouvernement. Elle a pensé qu'elle allait peut-être quitter la France. Bon. Et ensuite, elle a subi 2 ou 3 tentatives de cambriolage à Paris. Comme elle n'avait pas d'enfant, elle a pensé que ce tableau serait mieux en Suisse qu'en France. Elle a demandé aux musées nationaux l'autorisation comme c'était un tableau d'une grande valeur, de pouvoir avoir l'autorisation de le transférer en Suisse, ce qu'elle a obtenu. Et à ce moment-là est arrivé un émissaire du plus grand marchand de tableaux du monde à l'époque et du plus grand connaisseur de Monet, puisqu'il en faisait son catalogue raisonné, il a fait son catalogue raisonné de son œuvre, un certain Daniel Wildenstein. Cet envoyé, qui s'appelait Monsieur Bernier, est venu voir Madame Howard Johnston et lui a proposé de lui acheter ce tableau en disant Daniel Wildenstein est intéressé. Ils ont négocié comme tout marchand et ils ont fait baisser le prix à la fin d'une façon presque de maquignon. Finalement, ils ont récupéré ce tableau, qui était donc à l'époque considéré comme un tableau de Sargent. Et puis ensuite, ils ont pensé qu'en réalité, c'était un autoportrait de Claude Monet. S'ils donnaient cette vérité à Madame Howard Johnson, elle allait dire je fais annuler la vente. Donc ils ont eu une astuce. Ils ont dit que ça pouvait être un tableau d'un peintre inconnu qui s'appelait Giron, un peintre suisse. Ils ont tenté d'attaquer Madame Howard Johnston en la menaçant d'une plainte devant le juge d'instruction à Paris. Il faut quand même savoir que cette femme avait à l'époque 84 ans déjà, que son mari était un peu plus âgé et qu'elle était dans une période où elle n'était pas très en forme. Et c'est là qu'elle m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Moi, à l'époque, j'étais un jeune avocat, je ne savais pas trop quoi faire ni quoi dire. Et elle a demandé à un ami commun de Wildenstein et d'elle, qui s'appelait Élie de Rothschild, nom assez connu aussi, qui était ami des deux, d'essayer de trouver une solution pour cette espèce de chantage judiciaire que faisaient les Wildenstein. Et là, Élie de Rothschild les a conciliés et il y a eu un espèce d'accord de conciliation. Daniel Wildenstein a dit « Bon, ben, je n'en fais pas une affaire, ni vous non plus. Je vais donner ce tableau, parce qu'il représente bien Claude Monet, mais pour moi, c'est une œuvre de ce Giron qui ne vaut rien, donc. Mais d'accord, je suis prêt à le donner au musée Marmottan, qui est dédié à Claude Monet. Mais contre ça, vous devez me rendre une partie de la somme de ce que je lui avais payé. » Donc Mme Johnston, en ne faisant pas une affaire d'argent, a accepté cette espèce d'accord. Tout le monde s'est retrouvé, parti de son côté. 10 ans plus tard, 1996, le mari de Mme Howard Johnson, l'amiral Howard Johnson, meurt en janvier. Et là sort, quelques semaines après, le catalogue raisonné de Claude Monet, nouvelle formule. En frontispice de ce catalogue, donc en exergue presque de ce catalogue, Daniel Wildenstein annonce qu'il a découvert le portrait décrit par Clémenceau et que ce portrait, c'était le portrait qu'il avait acquis à Madame Howard Johnston. Il n'a pas dit qu'il était du tout au musée Marmottan, contrairement à ce qu'il avait promis, mais qu'il était une propriété privée aux États-Unis ou en Suisse. J'ai une question, est-ce que le jour où tu as appris cette nouvelle, que ce catalogue sortait, cette publication, quelle a été ta réaction et est-ce que tu t'en souviens? C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Frédéric, ma femme, qui était abonnée à Connaissance des Arts et très amateur d'art. Nous habitions à Uzès, c'était au bord d'une piscine, je me souviens, et elle m'amène Connaissance des Arts. Et dans ce Connaissance des Arts, il y avait un scoop en disant, avec photo de Daniel Wildenstein, il y avait son catalogue raisonné, en disant, parmi les grands scoops, j'ai redécouvert le portrait de Claude Monet que Clémenceau décrivait et qui avait été attribué à tort à John Singer Sargent.
J'ai été plus que stupéfait, et étourdi et stupéfait. Je reviens à Paris après à mon cabinet et là j'appelle madame Johnston et je lui dis: «Je voudrais venir vous voir, où êtes-vous?» Elle m'a dit: «Je suis à Biarritz». Et là je suis descendu à Biarritz avec l'article de connaissance des arts pour essayer de l'informer de la magouille. Ça devait pas être simple, hein. Voilà, et donc là tout ça est décrit dans le livre en détail parce que c'est fabuleux. Ouais. Cette personne, bien que très âgée, elle était battante et une femme extraordinaire. Et elle m'a dit: Patrick, vous savez, dans marché de l'art, il y a marché, mais là, il y a une véritable escroquerie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?» Alors, j'ai dit: bah, écoutez, si on considère qu'il y a une escroquerie, il faut porter plainte. Mais là, ça va vous obliger à aller devant un juge d'instruction à Paris et tout ça. Elle me dit: «Ah non, je viens de perdre mon mari. Ça y est, les Wildenstein, bon, une fois de plus, ils ont fait une affaire sur le dos de quelqu'un comme moi.» Bon, je lui dis non, parce qu'il y a aussi la possibilité, sans aller devant le juge pénal, d'aller devant le juge civil, parce que l'escroquerie au plan du droit civil s'appelle le dol. Erreur provoquée ou dol. Et là, elle me dit: «Ah, mais ça serait pas mal. Écoutez, je vous donne le feu vert. Il faut que vous m'aidiez et on va attaquer ces gens-là. Moi, je vais en faire mon affaire. C'est l'affaire de ma vie, pas possible.» Donc, c'est comme ça qu'a démarré l'affaire sur le plan judiciaire en 1996. Je me permets de couper cet entretien exclusif pour vous inviter à vous abonner à Art Shortlist. Ce média sur YouTube est à toi. Maintenant, on repart dans le livre et dans le scandale du portrait. On ne sait plus trop quoi dire tellement on est happé par cette histoire, on est bouleversé et on se demande comment ça se termine cette histoire. Mais ça, tu le sauras à la fin de la vidéo. D'abord, je vais te demander quelque chose qui forcément interpelle. Le tableau aujourd'hui par les instances officielles qui vont certifier un tableau de Monet, en l'occurrence les Wildenstein, nous disent aujourd'hui que ce tableau est un tableau de Charles Giron. Dans le livre, il y a un passage où tu vas finalement démontrer par des preuves qui sont très factuelles pour le coup et surtout très solides, je trouve, à quel point ce tableau ne peut pas être l'œuvre de Charles Giron. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, les preuves les plus flagrantes que ce tableau n'est pas de la main de ce peintre suisse Charles Giron? Alors, ce tableau, il n'est pas signé, hein, je réfère, mais ça, j'ai Oui, expliqué au déjà, départ, comme assez solide. des milliers de tableaux ne sont pas signés. Dans le livre, j'appelle la preuve par 9. Il y a 9 raisons, Peut-être plus si on... ouais, moi, mais 9 9 raisons qui pour sont lesquelles consistantes quand même. ça ne peut pas être un Ouais. tableau de monsieur Charles Giron. D'abord, pourquoi? Parce que pour arriver, les adversaires, entre guillemets, que ce soit les Wildenstein ou le musée Marmottan-Monet, pour essayer de démontrer que le tableau n'est pas un Claude Monet, tout ça pour des raisons judiciaires. Ils ont sorti un écrit qu'ils ont trouvé à Genève, dans des archives à Genève, d'un carnet manuscrit qu'aurait écrit ce Charles Giron, annonçant qu'il visitait Claude Monet et qu'il y avait d'ailleurs Paul Césarelleux également ce jour-là. Donc Et le que, père de voilà, Paulette Howard Johnston et qu'il qui avait détenait été ce tableau. reçu, que ce Charles Giron avait été reçu avec amabilité par Claude Monet, et qu'il était tellement bien reçu qu'il avait fait un portrait de lui et qu'il lui avait remis, qu'il avait fait en 1 heure, une espèce d'ébauche en 1 heure, et qu'il lui avait laissé ce portrait. On pourrait dire, tiens, c'est une belle chose. Le problème, c'est que ce portrait, qui est daté par Clémenceau et par toute l'histoire de l'art, puisque les tableaux qui sont derrière, en arrière-fond de ce portrait, ont été peints en 1884, tout le monde le sait, puisque ça a été peint dans le midi de la France, et on sait ça. Et il le finissait dans son atelier. Alors que Giron, il est venu en 1885, donc une année plus tard. Déjà, Ouais. les dates ne coïncident pas. Ensuite, la présentation du portrait par Giron dans son écrit, il dit qu'il est avec une pipe à la bouche et qu'il était habillé avec un truc bleu gendarme. Enfin, il fait une description qui n'a rien à voir avec le portrait Ah lui-même, oui, je confirme. où Bah, Claude Monet n'est pas avec une pipe, mais il est avec une cigarette, exactement. cigarette célèbre qu'il avait nuit et jour à la bouche. Ensuite, pourquoi ça ne peut pas être? Parce qu'après, les Wildenstein se réfèrent à un inventaire qu'aurait fait un employé de Durand-Ruel après la mort de Claude Monet, et ils disent qu'il y a un tableau qui était signé par Charles Giron, Ouais. et qui était dans la maison de... Et ils disent c'est celui-là. Donc, le seul problème, si on fouille dans cet inventaire, on voit que le tableau qui est qualifié de Charles Giron, il n'a pas du tout les dimensions de celui-là.
Ah là, Il ça a peut là, il est c'est il est à 84 centimètres quand l'autre est à 60. ah Il y en a oui, un qui a il y a quand rétréci au même un lavage, je ne sais ouais, pas quoi. Bon, ça c'est une autre il y a chose. quand même, ouais, une belle différence là. Mais comme on dit souvent, plus c'est gros, plus ça Voilà, passe. autrement, comment pouvait-il l'attribuer, le monsieur, à Charles Giron alors qu'il n'est pas signé? Il y a un truc qui est donc ils parlent d'un autre tableau, mais ils ont cherché des preuves, mais il n'y en a pas une seule qui tient. Donc C'est Charles délirant, Giron, il faut l'oublier. hein. Ouais, Moi, je l'oublie totalement. Même si aujourd'hui, il y a des ouvrages où on sort ce portrait et on le met attribué à Charles Giron. ouais, Mais c'est une véritable escroquerie intellectuelle. total. Total. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'on a en face de nous un portrait qui représente Claude Monet, ça c'est indéniable. C'est une belle œuvre. Esthétiquement, elle correspond à ce qu'il a pu faire dans Ah ses oui. portraits. Il y a des preuves assez solides. On peut le démontrer assez facilement que ce tableau est de Claude Monet. Ce qui est très curieux, c'est que toi, tu portes cette affaire depuis 30 ans. Tu n'es pas le seul avec tes collaborateurs. Il y a eu énormément de travail pour défendre cette attribution, dans le fond. Aujourd'hui, on est dans une impasse. Il n'y a pas de médias qui s'emparent de ça. Non. Ça ne fait pas de bruit. C'est pour le moins Alors, sidérant. il y a des médias qui en ont parlé à une époque, dans les années 2010, notamment des journalistes du Point qui ont été qui nous m'ont aidés là-dessus et qui ont fait des articles en disant le tableau qui est attribué, désattribué et tout. Ça n'a pas été beaucoup plus loin. Aujourd'hui, vous êtes sur Art Shortlist qui traite de l'art pour de vrai, sans biais idéologique, avec une certaine vérité et une déontologie. Donc nous, on est là pour te parler d'art et on te relate des faits. Et aujourd'hui, c'est quand même une affaire XXL qui, à mon avis, devrait faire les gros titres dans tous les médias d'art, mais on sait très bien comment ces médias d'art aujourd'hui sont détenus par des personnes influentes et finalement n'ont pas vraiment de liberté d'action et de parole. C'est une ligne idéologique qu'on doit tenir. Nous, on a choisi la liberté et donc c'est pour ça qu'on est ici et qu'on te parle et on est heureux de le faire et on continue. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan, c'est tellement prenant cette histoire. En plus, ayant collaboré à ce livre, je sais de quoi il est question. J'ai vraiment envie de creuser ce sujet. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à acquérir ce livre. Le lien va être dans la description. Il est vendu en exclusivité pour le moment sur Amazon. Il est livré en peut-être, allez, 3 jours. Tu le reçois chez toi, tu vas te régaler. C'est un livre très simple à lire, qui n'est pas si gros. Il fait à peu près 250 pages. D'ailleurs, la plupart des personnes qui ont eu la chance de le lire ont dit je suis pas un gros lecteur, j'ai pas l'habitude de lire, mais je l'ai dévoré et ouvert et je l'ai terminé. J'espère donc que ce livre t'intéressera et n'hésite pas donc à nous soutenir et à aussi nous mettre un commentaire pour nous donner ton avis sur cette histoire à coucher dehors. Tu te bats sur ce dossier depuis des décennies. Quels ont été les moments peut-être les plus difficiles? Est-ce que tu as eu des pressions? Pourquoi certains éditeurs ont eu peur de publier ce livre, de te suivre? C'est pour ça qu'on l'a publié en auto-édition sur Amazon. On le dit face caméra. Aucun éditeur français n'a eu, voilà, je vais garder mes termes pour moi, mais le courage plutôt de publier ce livre parce que ça implique énormément de choses. On le sait, tout ce qu'il y a derrière, il y a une machine de guerre, une Ça sorte de... dérange. Cette histoire, c'est David contre Goliath, et on a Mhm. l'impression d'avoir un Cerbère en face de nous, cette espèce de chien monstrueux à plusieurs têtes, sans foi ni loi, qui est prêt à te dévorer. L'écriture est un Alors, atout fabuleux pour relater tous ces faits. Dis-moi, est-ce que tu as eu des pressions? il faut comprendre ce que j'ai vécu et les pressions. L'affaire, elle a été engagée pour le compte d'une personne qui était déjà âgée, qui s'appelait Madame Howard Johnston. On l'a démarrée donc en 1996. Elle nous a quittés en 2009. Elle est morte la veille où on devait aller devant la cour d'appel de Paris. Elle est morte la veille, donc l'affaire devait s'arrêter possiblement avec sa mort, puisque quand une personne se plaint et dans une procédure judiciaire, si elle disparaît, très souvent l'affaire s'arrête. Ouais. Mais là, comme elle ne voulait pas que l'affaire s'arrête, même si mort survenait de sa part, elle avait décidé dans son testament de me désigner comme exécuteur testamentaire et de me donner pour mission de continuer après elle cette procédure judiciaire concernant ce tableau. Et c'est pour ça que j'ai remplacé Madame Howard Johnston. Et là,
les ennuis ont commencé. C'est que les gens sur lesquels portait l'affaire, qui étaient donc les Wildenstein et le musée Marmottan, si on lit le livre, on va tout comprendre. Ces gens-là avaient cru que c'était terminé en 2010 et ils annonçaient donc triomphalement que le tableau était bien un autoportrait de Claude Monet et qu'il l'avait, c'était magnifique. Ils faisaient une grande exposition à ce sujet. Mais à ce moment-là, ils ont reçu par huissier de justice que l'affaire ne se terminait pas et qu'il y avait un successeur à Madame Howard Johnson sur cette affaire et c'était moi. Il y a eu des retournements, tout ce que vous voulez, mais moi, j'ai vécu l'enfer avec un contrôle fiscal colossal déclenché par je ne sais qui. J'ai vécu 18 mois de procédure, tout ça pour arriver à rien. J'ai eu 0 redressement, mais on a voulu me demander d'arrêter. Et il y a eu des pressions d'anciens bâtonniers qui étaient pour la partie adverse, qui suggéraient qu'il valait mieux qu'on arrête l'affaire si on voulait que tout se passe bien pour nous. Ça a même été épouvantable pour ma famille. Ma femme a vécu ça encore plus mal que moi. Ça lui a déclenché un cancer qu'il a enlevé quelques années après. Pour dire que cette affaire, pour moi, c'est pas rien, c'est l'affaire de ma vie. Dans le livre, tu évoques d'autres affaires, notamment une affaire autour d'un tableau de Nicolas Poussin. Est-ce que toutes ces affaires, comme celle du portrait de Claude Monet ou alors ce tableau de Nicolas Poussin, ne révèlent pas des failles structurelles ou des fragilités dans le système d'attribution actuel dans le monde de l'art? Est-ce qu'il n'y a pas là un point Alors, d'interrogation et même un oui, warning à mettre sur cet aspect-là? oui, mais il faut savoir que l'art, c'est pas une science exacte. Moi. L'attribution, c'est une science approchée. Et surtout, beaucoup de grands peintres n'ont pas toujours signé leurs œuvres, que Ouais, ce soit ouais, ouais. Poussin ou Monet. Quand on ne signe pas, il faut retrouver l'âme de ce peintre sans que la Mm. signature ne le confirme. Ouais. C'est là, à Poussin, ça a été la même chose, mais c'est une affaire un peu semblable parce que là, c'était une famille qui avait une œuvre Dans dans la la famille collection depuis familiale? toujours. Et un jour, le temps passant, ils ont été voir un commissaire-priseur. Ce commissaire-priseur disait ah, ça peut être de Poussin, mais j'en suis pas sûr. C'est plutôt Carache ou je ne sais quoi. Donc, ces gens-là ont dit de toute façon, on va le mettre en vente. Quand ils l'ont vendu aux enchères, il a été vendu 2000 francs, préempté d'une façon très particulière par le musée du Louvre. Pour un truc aussi modeste, c'était très curieux. Quelques semaines après, ce tableau est présenté au Louvre comme une œuvre maîtresse de Poussin. Et c'était M. Rosenberg qui avait découvert ça. Ces pauvres gens ont dit, mais on s'est fait avoir. Comment ça pouvait être une œuvre mineure et puis maintenant c'est une œuvre de Poussin. Ils ont tenté de récupérer le tableau ou de faire annuler la vente parce qu'ils pensaient Ouais. qu'ils s'étaient fait avoir. Des années et des années sont passées avec des allers-retours à la Cour de cassation, à la Cour d'appel, aux Cour de cassation. Et au final, ce pauvre monsieur qui avait vendu est mort. Il restait que la veuve. Et la veuve a pu, après 20 ans de bataille, récupérer enfin le tableau. Et ce tableau a été vendu après pour un prix considérable. Et aujourd'hui est attribué triomphalement à Poussin. Donc il y a eu cette espèce d'aller-retour épouvantable dans cette affaire-là, qui est Ouais. très proche. C'est la sœur jumelle de l'affaire du Du portrait de portrait de Monet. Monet, ouais. Et je me demandais, toi qui crois beaucoup comme moi en la technologie, l'IA, la science pour faire des analyses de pigments, pour dater, etc. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui ou que demain, je sais pas, on pourra démontrer avec certitude que ces tableaux, on parlait de Poussin, celui de Monet ou d'autres, on pourra trouver la réponse presque avec une fiabilité Ah ben, chirurgicale? je pense qu'on va vers ça. D'ailleurs, il y a une société en Suisse, à Genève, je crois, ou Lausanne, je ne sais Ouais. plus, qui s'est spécialisée là-dessus et qui aujourd'hui dérange le marché parce Ah que oui, il y a eu un reportage, il me semble, il y a eu un reportage sur sur, Arte sur d'ailleurs, Arte qui était très très intéressant. Ouais. intéressant. Et je On pense que essaiera de mettre si ce reportage est disponible, on essaiera de te le ouais, mettre en description. ce sera toujours une science approchée, mais très fortement approchée à ce moment-là, par les techniques nouvelles, avec l'IA, avec tout ça. Ça bouleverse tous les Ouais, marchés, y ouais. compris le marché de l'art. Bien sûr. Mais est-ce que le fait que l'IA et toutes ces technologies surgissent comme ça, comme un lion au milieu de la savane, n'effraie pas les experts et ne vient pas mettre en marge en fait les experts? Justement, toute la force de ces familles Wildenstein et autres qui ont eu des comités, un avis c'est oui ou c'est non. Là aujourd'hui, la science vient frapper à la porte et est-ce que c'est pas pour le meilleur? Est-ce Si, que c'est pas pour le bien aussi si on passe, de l'histoire de l'art? de l'humain à de la science. Et la science plus l'humain va arriver à ce qu'on va découvrir des choses qu'aujourd'hui on a du mal à justifier ou à prouver. Le meilleur est à venir alors.
Tu es avocat et cette affaire qui est autour de ce portrait de Claude Monet traite de sujets, à mon avis, fondamentaux du droit, comme l'authenticité, la preuve, la bonne foi également. Est-ce que tu dirais que le droit en France, ou même dans le monde, est suffisamment armé et suffisamment solide pour faire face à des cas comme celui-ci qui est, à mon avis, hors norme, mais qui pourrait se représenter à l'avenir? Le droit français est un droit plutôt performant là-dessus. Dans ce dossier, les adversaires ont été sauvés par autre chose que aussi du droit. Ils ont été sauvés par le gong de la prescription. Ils ont eu la chance d'avoir une personne âgée, le temps a passé, les affaires ont été très très longues. Au bout d'un moment, comme dans beaucoup d'affaires, que ce soit civiles ou pénales, la prescription joue en faveur d'un camp et ça a joué en faveur du camp Wildenstein, musée Marmottan. Ce livre, symboliquement, il a été publié en 2024. C'était les 150 ans de l'impressionnisme, c'était une sorte de clin d'œil. J'aimerais te poser une question amusante. Si Claude Monet voyait ce portrait aujourd'hui et aussi le traitement qu'il en est fait, que dirait-il? Est-ce qu'il serait amusé, en colère, révolté, indifférent? Non, ça ne le surprendrait qu'à moitié parce que si on lit la vie de Claude Monet, il était très loin des marchands d'art, à part Durand Réel qui l'a aidé beaucoup dans sa vie. Les autres, ils pensaient que ce monde était un monde qui lui était indifférent ou qui lui était presque hostile. Il serait même pas surpris de tout ça. À la limite, ça l'amuserait beaucoup. Parfait. On arrive à la dernière question. Et maintenant, ce portrait de Claude Monet, que va-t-il devenir? C'est un véritable morceau d'histoire de l'art. Est-ce qu'un jour il va retrouver sa véritable place? Que va-t-il devenir? Mais je pense que maintenant que les risques judiciaires sont partis, puisque avec la prescription, la bataille judiciaire n'a plus cours, je pense que ce tableau sera un jour réattribué à Claude Monet, soit par le musée Marmottan s'il le détient encore, ou par les Wildenstein s'ils l'ont récupéré. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette interview t'a intéressé. Merci pour ta participation. On a passé un super moment. Je sais pas toi, mais parler d'art dans le jardin, ça fait vraiment plaisir. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à mettre un commentaire. Tu nous donneras de la force pour continuer nos aventures sur YouTube. Et bien évidemment, je t'invite à acquérir ce livre, Claude Monet, Le scandale du portrait. Le lien est évidemment dans la description. Peut-être que de briser le silence dans cette vidéo permettra de faire redécouvrir cette affaire absolument incroyable. Merci pour ton écoute et à très vite.